Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos 4 débatteurs du jour, vous n'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux. Je salue Alexandre Malafaille, bonjour. Bonjour. Mettez-vous bien devant votre micro, Alexandre, qu'on vous entende bien. Avec vous avez plaisir, des choses Christine. importantes à dire. Président du think tank Sinopia, Christelle Nias, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Lounès Adjroud, je dis bien, j'espère, votre nom. Je n'ai pas fait d'un. Adjoint au maire de Châtillon, porte-parole du Parti Socialiste, et Brice Nkonda. Bonjour Brice, conseiller municipal de Gennevilliers. Alors avec... Plus conseil municipal. Ancien conseil municipal et régional. Je le note pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci. On va parler avec vous 4 de la situation à Romans-sur-Isère. Évidemment, est-ce que la question que se posent beaucoup de gens après donc les descentes des groupes d'ultra-droite, est-ce qu'on vit un basculement de la société? C'est la question que certains posent, avec Gérald Darmanin qui annonce la dissolution de 3 groupuscules ce matin, et cette tension identitaire qui inquiète. Est-ce qu'on vit effectivement un basculement de la société? On en parlera tous les 4 ensemble. On a une bonne nouvelle ce matin parmi ce champ de ruines. Aujourd'hui, c'est la libération des otages du Hamas. 3 otages franco-israéliens qui ont été libérés. On donne leurs prénoms, c'est Erez et Sahar, qui ont 12 et 16 ans. Ethan, qui a 12 ans. C'est une joie malheureusement incomplète, car d'autres otages franco-israéliens et d'autres otages tout court sont toujours retenus, et la trêve est fragile, mais elle est là. Est-ce que d'autres otages pourront ainsi en bénéficier dans les heures qui viennent? Un mot de l'économie quand même, avec le chômage qui remonte, et cette idée du gouvernement de, on va dire, contraindre le nombre de ruptures conventionnelles. Il y en a trop, et il veut un tour de vis. Et puis enfin, on parlera peut-être, on aura le temps, d'Anne Hidalgo qui annonce quitter X, ou plutôt Twitter, un vaste égout mondial, dit la maire de Paris, donc qui a quitté le réseau social d'Elon Musk. Voilà pour le menu du jour. On va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Brice, je me suis trompée. Vous avez donc la parole en premier, avec un coup de gueule. Oui, moi j'ai un énorme coup de gueule qui concerne Gennevilliers et la prime pouvoir d'achat pour les agents de Gennevilliers qui a été refusée. Alors pourquoi? Ça peut paraître être très local, mais en réalité on a des agents municipaux qui ont toujours répondu présents pendant les différentes crises, que ce soit les émeutes, pour s'occuper de la voirie urbaine, pour le Covid également. Et en fait, on a des gens qui étaient au front en première ligne et à qui on refuse cette prime. Alors, j'entends que dans certaines villes, les contraintes budgétaires, le budget est très serré. Donc, c'est compliqué d'accorder cette prime à tous les agents. Donc, c'est une prime quand même qui peut aller jusqu'à 800 € pour tous les agents qui gagnent moins de 3200 € bruts. Donc, ça concerne beaucoup de monde. Et en réalité, il y a certaines villes qui ne peuvent pas se le permettre. Ma Gennevilliers, on est une ville qui est assez riche avec 220 millions d'euros de budget. Ça représente 0,7% de la masse salariale. Donc, on aurait pu accorder cette prime. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il faut à tout prix qu'on puisse récompenser ces agents. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que dans une ville qui est communiste comme Gennevilliers, on ne récompense pas les gens qui sont acteurs du service public. Et aujourd'hui, je lutte contre ça. Et il faut que ces agents soient récompensés par cette prime. Et ça fait quoi, une fracture? Il peut y avoir l'explication qui a été donnée aux agents? L'explication qui a été donnée aux agents, c'est que ça n'est pas compensé par l'État. Mais en réalité, ce genre de prime est rarement compensé depuis que c'est mis en œuvre depuis les années 80-90. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la promotion salariale des agents est faite de telle sorte qu'il n'y a pas nécessairement besoin de prime. Donc ça veut dire que quand on est de gauche, on n'est pas forcément plus généreux que les autres, si je peux me permettre le... C'est exactement ça la traduction. C'est qui veut réagir sur la question du pouvoir d'achat des agents territoriaux, des agents de l'État? C'est toujours une question sensible, puisqu'on touche un curseur qui après est le denier public. Non, mais la question, c'est la marge de manœuvre des collectivités territoriales, locales. C'est-à-dire que elles prennent de plein fouet l'inflation comme tout le monde, l'énergie, entre autres, hein, et comme en plus elles n'ont plus la main sur une grande partie de la fiscalité, elles ont des ressources qui sont comptées, et à un moment donné, il y a des arbitrages qui sont douloureux. Et après, qui trinquent, c'est comme toujours, hein, toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire que globalement, c'est les gens qui bossent, les gens qui travaillent, les gens qui payent des impôts, c'est eux qui trinquent. Là, en l'occurrence, ce sont les agents de la ville de Gennevilliers, c'est triste. C'est toujours les gens en première ligne. Alors, c'est vrai qu'il y a une perte d'autonomie des collectivités
expliqué qu'il y a une recentralisation au niveau de l'État, c'est tout à fait vrai. Mais en revanche, je dirais qu'à Gennevilliers, on a un cas à part. C'est-à-dire qu'on a le port de Gennevilliers qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires par an. On a énormément de rentrées. Donc en fait, on peut le comprendre dans la plupart des collectivités. Mais à Gennevilliers, c'est particulier. On a le budget pour le faire. Donc c'est plus une question de mauvaise gestion que ce que vous avancez comme argument. C'est un autre problème. Lounès, vous vouliez intervenir également. Alors je rappelle que vous êtes au PS. Alors est-ce qu'à gauche, on est moins généreux que... Je ne crois pas. Alors, vous savez, je sais que les primes, c'est toujours agréable pour celles et ceux qui les reçoivent, surtout dans les périodes de fin d'année. Mais je crois que les collectivités locales, là où elles doivent travailler, notamment pour être beaucoup plus attractives pour leurs agents et pour recruter plus simplement, c'est sur les revalorisations de régimes indemnitaires. Nous, c'est ce qu'on fait à Châtillon. Effectivement, nous, on ne fera pas non plus cette prime, mais on travaille de manière très active sur une revalorisation des régimes indemnitaires des agents pour leur permettre non pas d'avoir des primes en un coup, mais plutôt d'avoir un salaire mensuel, une rémunération mensuelle plus importante. Mais ça veut dire que ça demande du temps aussi de négociation et c'est pas immédiat. Oui, bien sûr, c'est pas immédiat, mais on le fait depuis le début du mandat. Depuis le début du mandat, les plus petits revenus, les catégories C notamment, ont été chez nous petit à petit revalorisés en fonction notamment de la pénibilité, en fonction de l'attractivité ou non de certaines rémunérations qui étaient là avant nous, la mise en place de régimes indemnitaires égalitaires, c'est-à-dire que c'est plus à la tête du client, mais vraiment en fonction du poste, de votre expérience que vous occupez. Et donc je crois que c'est là que les collectivités sont attendues. Cette prime, à la base, elle était orientée d'abord vers les fonctionnaires d'État. Le gouvernement a pris un décret qui ouvre cette possibilité maintenant aux collectivités territoriale, elle n'est pas obligatoire. Et effectivement, il faut aussi se rappeler que les collectivités viennent de vivre, et moi j'en suis plutôt satisfait, mais cette revalorisation aussi du point d'indice des fonctionnaires, qu'elles supportent. Alors moi j'étais plutôt un promoteur de cette revalorisation du point d'indice, mais les collectivités la supportent sans concertation préalable. Donc c'est-à-dire qu'elles doivent trouver ces finances-là pour revaloriser le point d'indice. Si on doit en plus faire des primes qui sont décidées, pareil, sans concertation par en haut, alors c'est facile de dire la fonction publique d'État, c'est le gouvernement qui décide, mais les collectivités doivent se trouver les marges de manœuvre. Elles sont de plus en plus compliquées à trouver, notamment via la réduction de la fiscalité que nous impose le gouvernement avec la suppression de la taxe d'habitation. Oui. Voilà, donc il y a tout un équilibre budgétaire, mais sur le terrain, il y a quand même le sentiment pour ceux qui ont été en première ligne, on en parlait tout à l'heure avec une invitée, puisque on parlait des infirmières notamment, tous ceux qui ont été en première ligne et qui étaient si essentiels. Aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, vous avez quand même l'impression qu'ils sont un peu les grands oubliés de ce monde d'après qui est aujourd'hui là. On est d'accord. On est d'accord. Petit coup de cœur, on va finir avec vous, Christelle. Oui, très bien, oui. Bonjour à tous. Effectivement, un petit coup de cœur, parce que l'actualité est peut-être un peu morose. Ouais. Donc je voulais apporter une touche de rose, en l'occurrence, puisque je suis conseillère départementale. Et dans le Val-de-Marne, on a mis en place avec les pépiniéristes Rose-Croix la Rosa Val-de-Marne. Alors, est-ce que vous saviez que le Val-de-Marne a un parfum, a une odeur? Non. Eh bien voilà. Donc c'est quelque chose qui va entre la rose, le lilas, comme la couleur de cette fleur, et qui rappelle effectivement tout le passé horticole du Val-de-Marne, qui est un des derniers, 2 petites couronnes aussi, je le rappelle, à avoir des agriculteurs. Donc voilà, c'est toute la beauté de notre département. Elle s'appelle comment cette rose? La Rosa Val-de-Marne. Et d'ici 2-3 ans, vous pourrez la retrouver chez tous les pépiniéristes et vous la procurer. Voilà, c'est la rose Made in Val. Une rose rouge. Elle est violette, entre le lilas et le rose. C'est noté pour les jardiniers en herbe, tous ceux qui ont la main verte, notez-le. Merci beaucoup pour ce petit coup de cœur, mais on va continuer parce que c'est pas terminé. On va entendre Alexandre et Lounès dans un instant. On va faire le point sur l'info, les courses évidemment, et on se retrouve juste après l'info de 11h sur Sud Radio pour continuer de débattre et tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et toujours en compagnie de Brice Nkonda, ancien conseiller municipal et régional de Gennevilliers. J'ai bien dit, Lounès Adjourde, adjoint au maire de Châtillon, porte-parole du Parti Socialiste, Christelle Niasme, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges et conseillère départementale aussi. Je rajoute Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Deux petites infos qui sont tombées pendant le flash. Il y aura donc une minute de silence pour le jeune Thomas qui est tombé il y a 10 jours maintenant. On va y revenir dans un instant. Mais également le plan de lutte contre le tabac, le tabagisme du gouvernement qui est tombé aussi ce matin, où on apprend qu'il y aura donc un prix du paquet à 12 € à partir du 1er janvier prochain. Ça passera à 13 € également. Et il y aura de plus en plus de zones non-fumeurs aux abords des écoles, les parcs publics, les jardins publics et des plages. Bien, pas bien? La police du tabac, il va y avoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut dissocier le traitement vis-à-vis des enfants où effectivement la consommation de puff aux abords des écoles se développe. Ça, c'est une bonne chose. Après, qu'on flique tous les adultes tout le temps, partout, qu'on les traque et qu'on réduise le périmètre des libertés, effectivement, fumer, c'est mal. Mais jusqu'où va-t-on aller pour des questions sanitaires ? Aux États-Unis, à New York, vous avez des zones sur les trottoirs où vous êtes autorisé à fumer, pas d'autres. Hein, à Tokyo, c'est pareil. Moi, ça me choque pas du tout. Écoutez, je considère notamment dans les espaces que vous venez de citer, que ce soit les parcs fermés, les jardins, les équipements sportifs de plein air, toutes les zones où il peut y avoir un public non-fumeur, un public enfant, un public adolescent et de public vulnérable plus largement. Je crois qu'il est plutôt logique de protéger ces espaces-là. Et je crois pas qu'on est dans la police de la liberté en rendant plus sain l'air que les gens respirent à cet endroit-là. Et puis, je veux dire, il y a une dizaine de jours, j'étais dans ce studio et je défendais la campagne du mois sans tabac, qui était le mois de novembre. Je crois qu'il est important d'avoir une politique très active de lutte contre le tabagisme quand on voit le nombre de décès chaque année qui sont dus à ça. C'est la première cause de décès évitable en France. Un nombre de fumeurs qui stagne. Il y aura les forêts aussi qui seront interdites au tabac. J'imagine que c'est pour des raisons de sécurité. Peut-être de sécurité, mais bon, aujourd'hui, on rappelle aussi les consignes de sécurité autour du tabac. Mais la France, elle joue parce que l'Alliance contre le tabac, enfin tous les professionnels de santé disent pour que la consommation baisse vraiment, il faudrait un paquet à 16 €. Il y a des pays nordiques, il a 20 €. Faut être très clair. Est-ce qu'on y va doucement, cas un cas, ou on n'hésite pas, on fait une mauvaise politique en interdisant ceux qui veulent le fumer de pouvoir le faire? Qu'est-ce que Non, mais la privation, la question du tabac, la lutte contre le tabagisme, c'est un vrai sujet. Mais pour ceux qui aujourd'hui qui fument et de mettre encore un peu plus d'interdits, l'absurdité des plages, je la comprends pas. On est comme quand on est dans le moment Covid, c'est comme il faut donner du sens aux choses. Ou alors on veut lutter contre les mégots parce que les gens se comportent comme des crapauds. Et ça c'est vrai, on en voit tout partout tout le temps et les villes sont dégueulasses à cause de ça. Mais dans ces cas-là, qu'on mette des amendes à 1 000 €. Qu'on dise aux gens, des endroits où mettre les mégots aussi. Non mais qu'on mette et en plus qu'on gère le truc. Non mais qu'on mette des amendes extrêmement sévères pour dire aux gens vous n'avez pas le droit de le faire. Et ça c'est un vrai sujet. Non, mais le problème c'est qui va le faire. Mais par contre on va pas hésiter. Vous savez, moi je me souviens l'autre jour, j'étais sur un quai de gare à Paris avec quelqu'un qui on était en plein air. On accueillait quelqu'un qu'on est venu chercher. Donc on a payé 10 balles de parking Monsieur Vinci pour aller chercher quelqu'un. Voilà. Et la personne s'est assortie sa e-cigarette. Voilà. Eh bien elle a pris 35 € d'amende parce que maintenant sur un quai de gare en plein air c'est 35 € d'amende. Donc malgré tout, il y a des contrôles et on passe son temps, j'allais dire, à racketter les Français. Moi, je trouve que et l'interdiction permanente et systématique de tout, pratiquement partout, c'est-à-dire que pour vivre ensemble, il faut être normal. Voilà. Celui qui a une différence ne peut plus vivre avec l'autre. Il y a quelque chose dans cet excès de contrôle et d'emprise de la chose publique sur les modes de vie, avec des incohérences. Dans des lieux clos, je veux bien. Près des ensembles scolaires, pour l'exemplarité, je veux bien. Mais dans les jardins... Une gare est un lieu clos. Non, pas une gare. Non, pardon, une gare en plein air. Un quai de gare, c'est en plein air. C'est en plein air. C'est un lieu clos de plein air. Oui, d'accord, mais les cigarettes électroniques, mais la e-cigarette jusqu'à présent n'a développé aucune nocivité. Voilà, à un moment donné, c'est l'interdit partout. Jusqu'à présent. Non, mais vous savez quoi ? Ça rend la société explosive. C'est comme les ZFE. À un moment donné, les gens en auront marre de voir les excès. Regardez ce qui se passe dans les pays où on a voulu trop mettre d'interdits, trop de règles. Ils votent pour qui ?
Posez-vous des bonnes questions. Christelle, on voit déjà que ça s'anime. Oui, complètement, mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'opposer fumeurs, non-fumeurs. Peut-être qu'il s'agit d'accepter qu'on est en pleine modification de nos comportements, qu'on va vers une société dans laquelle on se soucie plus du bien-être, de la santé, de l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'on laisse une empreinte à chaque fois qu'on fume sur la santé, sur l'environnement. Une cigarette dans le sable, ça met des milliers d'années à se dissoudre. On n'est plus capable de le retraiter. Donc ça pose toute cette question-là. En l'interdisant qu'on va réduire effectivement le geste qui fait que... Je pense qu'on devrait avoir... c'est aussi c'est dans notre culture. C'est-à-dire que dès qu'on commence à renier sur ce qu'on considère être nos libertés, tout de suite on est un petit peu plus ferme. Donc peut-être qu'il faut aller plus loin, dire dès le départ, mettre à 20 €, puis on y va de manière très franche. Mais vous, à Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, autour des écoles, que ce soit totalement interdit la cigarette, vous allez le faire appliquer comment? Ça va s'expliquer comment? C'est le vrai sujet. Comment on fait appliquer? Comment on fait appliquer? On peut pas mettre. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'agents et de police, d'agents pour verbaliser. Dommage. Il manque tellement de contrôle dans ce pays. Pas de contrôle, mais à un moment donné, peut-être recentrer les missions. Donc peut-être qu'il faut en appeler à la responsabilité des uns et des autres et accepter qu'on est en train d'évoluer sur les questions environnementales et de santé, et que c'est peut-être pas à des policiers d'être derrière chaque personne quand on est sur sa ville, les crottes de chiens, les cigarettes. Enfin, vous voyez, à un moment donné, peut-être que il faut en faire appel à la responsabilité de chaque individu. C'est peut-être là où se niche le débat. Comment on va moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'à un moment donné, on peut pas tout contrôler tout le temps. On peut pas s'émanciper d'une forme de responsabilisation des gens. Et l'idée qui consiste à infantiliser les adultes sur tout et n'importe quoi, alors c'est un sujet qui est important. Mais là, c'est au nom de la santé publique. Attention, oui, mais au nom de la santé publique, on peut faire plein de choses. Au nom de la santé publique, on peut réduire drastiquement les libertés. Moi, je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis qu'effectivement, il faut sensibiliser, il faut avoir une politique sanitaire, il faut faire en sorte que les jeunes fument de moins en moins. Mais attention, parce que on a déjà vu que l'interdit ne diminue pas forcément la consommation. Pas forcément. Non, alors après, il y a effectivement ce prix de 16 € que vous indiquez. Pourquoi pas, effectivement, au bout d'un moment, en termes de pouvoir d'achat, on ne peut plus. Mais je veux dire que on peut pas s'émanciper d'une forme de responsabilisation des adultes et de vouloir traiter les adultes comme des enfants sur chaque point de la vie courante quotidienne ensemble, ça n'est pas possible. Alexandre. Non, mais vous n'empêcherez pas les gens de fumer parce que vous interdisez de fumer sur les plages. C'est ça que je trouve absurde. En revanche, mon point, et là je partage avec vous, c'est que les gens ne se comportent pas bien. Donc je pense qu'il faut, pour le coup, être extrêmement sévère sur le fait de jeter son mégot dans la rue. Ça, c'est un vrai sujet parce que ça coûte très cher et que ce soit dans la rue ou sur les plages. Pour le reste, il y a d'autres politiques publiques, à mon avis, à développer pour faire en sorte qu'on arrête de fumer. Parce que ça, c'est un vrai enjeu, on est bien d'accord. Mais c'est pas en mettant des contrôles un peu plus partout, en étant vachard et de vous mettre 35 balles parce que vous avez une cigarette qui fait de la vapeur d'eau en plein air. Voilà. Ça, ce côté vachard, il crée une société de plus en plus crispée. Il faut faire attention. Alexandre, vous avez la parole et on continue. Dans la logique, grand coup de gueule. Ouais, grand coup de gueule. On va parler du prix du ticket de métro. Oui, mais en fait, je suis extrêmement choqué par la manière dont toute cette préparation des JO se fait, parce qu'il y a vraiment un 2 poids 2 mesures, un système à 2 vitesses. C'est-à-dire que les JO vont devenir réservés aux gens qui en ont vraiment les moyens. C'est plus du tout une fête populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes français avec des petits budgets, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens, venir assister aux JO à Paris, entre les trains, les hôtels, la restauration, les taxis et maintenant les tickets de métro. Ça y est, ça manquait. On explique 4 €. Voilà, le seul truc qui n'avait pas encore augmenté, c'était les tickets de métro qui vont passer de 2 à 4. L'abonnement hebdomadaire va doubler. Bref. Donc très bien. Alors on pourra expliquer aux Franciliens que si ils ont une carte d'abonnés, ils pourront bénéficier d'eux. Mais s'ils n'ont pas de carte d'abonné parce qu'ils sont utilisateurs occasionnels, ils paieront plein pot comme les touristes. Super. Les Français qui ont envie de venir passer 1 ou 2 journées vont payer plein pot comme les touristes. Voilà. Et on nous explique, Madame Pécresse, que c'est parce qu'en fait on va renforcer l'offre de métro et de transport en commun pendant cette période-là. Génial. Alors moi je dis, voilà, j'observe depuis maintenant 4 ans une ville en chantier. Paris est une plaie béante de chantiers partout. Ça devient très compliqué à circuler, à naviguer, quels que soient ces modes de déplacement. À pied, en vélo, en voiture, c'est une horreur. On fait la chasse à tout le monde. Là on est en train de faire Paris propre. C'est-à-dire que plus beau Paris, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer à tous les petits vendeurs à la sauvette, etc., qu'on ne veut plus les voir d'ici les JO. On va nous faire une ville nickel. Et après, voilà. Alors on nous fait une ville nickel pour les JO, tout devient explosivement cher, très bien, mais après, pourquoi on ne fait pas une ville nickel tout le temps pour les Parisiens ?
Pourquoi on attend les JO pour que Paris soit une belle ville? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette exigence de vitrine, de carte postale, uniquement pour les gens qui vont venir dépenser de l'argent chez nous, qui sont des étrangers pour la plupart, ou des gens qui ont beaucoup de moyens parce que Paris sera inaccessible pour les autres, pourquoi est-ce que cette qualité de vie-là, on la propose pas aux Parisiens en permanence? Pourquoi on ne respecte pas les gens? Je parlais de clivage tout à l'heure. Eh bien, les clivages, ils continuent à se renforcer. On va faire une séquence de Jeux Olympiques, grande fête planétaire à 2 vitesses. Les Français n'y participeront pas. Ils vont se faire racketter une fois de plus par le système qui, de toute façon, quand ils vont vouloir faire quelque chose, va leur coûter plus cher. Je trouve ça mais indécent. Et je pense qu'à un moment donné, tant qu'on n'aura pas pris en compte, au niveau de la puissance publique, le fait qu'il faut respecter les gens individuellement, qu'une politique publique, ça se respecte. Je prends un exemple très bête, mais il n'y a pas de sanitaire dans les transports en commun en Île-de-France. Une rare grande capitale où ça n'existe pas. Pardon, c'est pas comme ça qu'on respecte nos concitoyens. Il faut les respecter. Les gens, ils vivent, ils ont des modes de vie, ils ont des besoins alimentaires divers, et en plus, ils ont des petits moyens. Donc, il faut qu'on les respecte. On ne le fait plus. Voilà, c'était le coup de gueule qui sort du cœur. Oui, par rapport aux préparatifs. On a quand même le sentiment, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui se mettent en place pour la période des JO. Est-ce que ça sera pérenne ou pas? Ça, c'est la vraie question sur l'organisation, en sachant qu'il y a aussi les Jeux paralympiques qui débuteront fin août, où là, les Parisiens vont devoir revenir, puisque c'est la rentrée des classes en même temps. Lounès, là, c'est un coup de cœur pour une campagne de l'ADEME. Exactement, qui a fait un peu parler d'elle en fin de semaine dernière. Qui était très bien faite. Oui, que j'ai trouvé extrêmement bien faite. 4 spots publicitaires, enfin de campagne de sensibilisation, notamment à la sobriété, à une consommation de biens de consommation plus régulée et plus sobre. Elle arrivait à point nommé puisque c'était en plein moment du Black Friday. Vous savez, c'est ce moment d'orgie de consommation, parfois même de biens dont nous n'avons absolument pas besoin au quotidien. Et elle a fait légèrement polémique parce que Bruno Le Maire a fait dire par un de ses conseillers ou lui-même, je ne sais plus, que cette campagne était maladroite. Donc, ce qui a créé une petite crispation dans le gouvernement. Monsieur Christophe Béchu, dont on ne sait pas toujours quelle est son action et son activité, là, pour le coup, est sorti et a défendu cette campagne de l'ADEME et a gagné l'arbitrage. Et je trouve que c'était une campagne plutôt bien faite, qui amène, enfin en tout cas qui sensibilise sur le fait qu'il n'est pas toujours nécessaire d'acheter, que l'on peut réparer, que l'on peut louer, qu'il y a des modes de consommation alternatifs au renouvellement permanent des biens de consommation. Et je crois que c'était plutôt une campagne positive qu'il fallait plutôt soutenir. Donc, in fine, l'arbitrage a été rendu et cette campagne est maintenue. Et je crois qu'il faut, je suis bon joueur quand le gouvernement et ses institutions font quelque chose de bien, je le dis. Voilà, cette campagne de l'ADEME. On peut réagir un instant. Ouais, bien sûr. J'ai entendu les arguments de Bruno Le Maire et je les trouve plutôt plein de bon sens. Parce qu'effectivement, la publicité, elle est faite à un moment précis où les commerçants ont besoin de faire un peu de chiffre d'affaires. Alors, on parle bien des petits commerçants. Oui, n'oublions pas que la campagne, elle met en avant quoi? Elle met en avant des commerces, des petits commerces de centre-ville ou des magasins de bricolage, des gens qui vendent en vrai de manière réelle. C'est pas du virtuel. Voilà. Et on le fait au moment de l'année où ils ont tous un peu besoin de faire de chiffre d'affaires. Les affaires sont dures parce qu'il y a la crise du pouvoir d'achat. Et pour les Français, c'est aussi une période, ces fameux Black Friday, etc., où tout d'un coup, il y a des vraies remises sur des objets dont on peut avoir besoin. Et elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Parce que moi, quand je suis commerçant, comment je paye mes impôts, mes taxes, mes charges et mes équipes? C'est pas en dévendant. Les commerçants indépendants, voilà, parce que on est d'accord. Aujourd'hui, ils traversent une crise extrêmement difficile parce que la crise du pouvoir d'achat et en même temps l'augmentation des coûts dans tous les sens fait que c'est extrêmement compliqué de tenir sa commerce. Et tout d'un coup, vous dites vous allez mieux vous en sortir en dévendant. Non mais il y a une incohérence de message. Alors qu'après on devienne plus sobre, etc. Très bien, mais pas de cette manière-là. C'était grotesque. C'était grotesque parce que j'ai pas vu les 4 spots, j'en ai vu un. J'en ai vu deux. Mais est-ce qu'on s'adresse aussi à la consommation qui se fait sur Internet? Non, rien. Alors, que la consommation réelle. Ils sont quand même un poumon à CO2 monumental. Matérialisable. Mais effectivement, Christophe Béchu a dit qu'ils auraient pu
davantage accentué sur ce point. Mais je vous rassure, et je crois qu'il doit y avoir quasiment 20 000 spots de publicité par jour sur toutes les chaînes. Oui, j'ai entendu. Il y en a 50 qui concernent le spot de l'ADEME. On n'en est pas vous avez parfaitement l'argumentaire, monsieur Béchu. Mais oui, parce que pour une fois, c'est pour ça que je dis je suis bon joueur. Je trouve que le gouvernement a plutôt, en tout cas sur ce point-là, fait le job. Et je ne crois pas que l'équilibre est rompu entre la surconsommation dont on nous abreuve toute la journée et dont, je l'avoue, je suis potentiellement une des victimes. Consentante, bien sûr. Faut le dire. Bien sûr. Mais non, mais effectivement, il y a un film personne qui il y a un met... film récent, il y a un slogan, c'est est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai besoin maintenant, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant. Exactement. Et c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on ne se posait pas avant. Et aujourd'hui, l'urgence environnementale, la nécessité de limiter la consommation. Vu le reste à vivre que beaucoup de nos compatriotes ont en poche, je peux vous garantir que les questions qui se posent, ils n'ont pas besoin des vendeurs. Ils n'ont pas besoin des vendeurs. En termes de reste à vivre, vous savez, je le connais bien, la problématique de reste à vivre, je n'ai pas besoin de vos leçons. Allez, on continue nos débats. On va ouvrir les questions et les sujets du jour, si vous le voulez bien, avec vous quatre. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Bonjour Chantal. Oui, bonjour et merci pour cette émission très intéressante. Merci parce beaucoup. Parce qu'elle remet l'église au milieu du village. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Gouvernement. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Brice Nkanda, Lounès Adjroud, Christelle Niasme et Alexandre Malafaille, on parlait du Black Friday et du vrai prix. Le juste prix, on ne sait plus quand est-ce qu'il a lieu finalement. C'est une vraie problématique. Le juste prix, c'était une émission télé, mais là on est vraiment dans le sujet. Ouais, absolument. Donc ça, c'est vraiment le Black Friday, quelque chose sur lequel on pourra revenir, parce que le vrai prix des produits, avec des soldes, et c'est ce que vous disiez Alexandre hors antenne, on ne sait plus très bien quand est-ce qu'on paye les choses au juste prix. Bon, voilà. Cette parenthèse étant terminée, si vous le voulez bien, on va revenir sur Romans-sur-Isère, avec ces interpellations qui ont eu lieu avec ces groupes d'ultra-droite qui ont défilé dans les rues de Romans-sur-Isère. Des interpellations, des condamnations, et Gérald Darmanin qui annonce ce matin la dissolution, le souhait de dissoudre 3 groupes d'ultra-droite. Est-ce qu'il y a un risque de basculement de la société avec ce qui s'est passé ce week-end sous tension du côté de la Drôme? Christelle, vous voulez... Est-ce que c'est quelque chose où on est véritablement dans un basculement de société? Est-ce que c'est un risque? Est-ce qu'on y est? Ou est-ce que, pour l'instant, c'est que le prisme autour de cette affaire? Alors là, on parle bien de la revanche qui a été faite par ces groupuscules. On est bien sur ce sujet-là. Je pense que ça nous rappelle étrangement ce qui s'est... J'ai l'impression que pas grand-chose a peut-être évolué en 20 ans. Je crois qu'il y a 20 ans, on était déjà dans sur le même sujet. On a des groupuscules qui sous couvert de l'origine des populations, les avaient tués, en fait. Ça avait donné lieu à des marches, etc. Donc... peut-être que la question, effectivement, c'est que ça a finalement toujours existé, ce système un peu de trouver la cible, qui est la cause du problème. Et aujourd'hui, on est dans une société, on parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat pendant la pause, on est dans une société où on a de l'inflation, on a la guerre aux portes de l'Europe, les Français sont très inquiets. Donc on est sur une société qui est très polarisée, en tension complètement, et ça donne lieu à ce qu'on voit là. On a un jeune qui meurt, sa vie, il aurait jamais dû décéder dans ces conditions-là. Comme d'autres jeunes meurent dans nos quartiers partout en France, parce que effectivement on a ces phénomènes de violence. Ça a toujours existé. Maintenant, il est question de ne pas se faire justice soi-même, et c'est tout à fait ce dont il est question. On est face à des gens qui trouvent une cible, se font justice eux-mêmes, et puis quelle est la réponse que fournissent les pouvoirs publics? Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur annonce la dissolution de 3 groupes d'ultra-droite. Et je crois que c'est une bonne réaction. Il faut, mais de la même manière, le principe même de se faire justice soi-même n'est pas acceptable. Brice, est-ce que ça se crispe? Je prends le titre, nos confrères de Sud-Ouest, tension identitaire, ça se crispe. Je prends la dépêche du midi, la France à cran. Va-t-on effectivement sur ces affrontements? Ou est-ce que pour l'instant, on est encore
Non, je pense qu'il n'y a pas un basculement aujourd'hui à date. Il y a un terreau qui est présent, qui s'est construit avec le temps. Et aujourd'hui, on peut pas éluder un argument, c'est qu'il y a quand même un phénomène de généralisation. On observait les mêmes phénomènes il y a quelques décennies, même dans les années 80-90. Mais aujourd'hui, il y a quand même un phénomène de généralisation avec, il y a le terme ensauvagement de la société qui a réapparu dans le débat public après les sauvageons des fins des années 90. Et aujourd'hui, ça concerne tous les groupes. Il y a une sorte de balkanisation de la société. Je pense que nos enfants sont bien trop exposés à toutes les images de violence via les réseaux sociaux, les vidéos, les écrans. Il y a une banalisation de la violence aujourd'hui qu'on peut pas éluder. Il faut réguler ça. À un moment donné, il faut intervenir sur cet aspect-là des choses. Et puis au-delà de ça, en fait, quand on en vient à la violence, c'est dire que les outils préalables n'ont pas marché. Quand on parle d'éducation, d'autorité parentale, ça n'a pas bien fonctionné, il faut réajuster. Peut-être que la culture de l'enfant roi, il faut refaire. Donc il y a tout un tas, l'insertion, l'émancipation, parce que là on a affaire à des jeunes qui ont une énergie qu'il faut pouvoir insérer de manière constructive. Donc il faut qu'il y ait une émancipation par le travail. Par rapport à la justice, pourquoi aujourd'hui il y a des groupuscules d'extrême droite qui vont dans les quartiers à Romans-sur-Isère? C'est parce qu'ils estiment que la justice n'est pas faite. Et c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. En fait, on peut pas être dans une problématique de vengeance, il faut attendre que le temps de la justice passe. Sauf que les gens maintenant n'ont pas le temps d'attendre. Mais la question, c'est Olivier Véran qui était sur place hier à Romans-sur-Isère et en déplacement dans le village de Crépol, dit prévient face au risque d'un basculement de la société. Est-ce que c'est pas crier au loup finalement et de pas agir en conséquence, Lounès? Écoutez, moi j'ai peut-être la naïveté d'espérer que ce basculement n'est pas encore arrivé et que nous avons encore un peu de capacité et de marge de manœuvre pour l'éviter. Je crois que ce qui s'est passé à Crépol est un drame qui nous a toutes et tous choqués. Les descentes, les tentatives de ratonnade, parce qu'il faut appeler un chat, c'est comme ça que ça s'appelle, montrent que ces groupuscules d'extrême droite ont ces dernières années, parce que redévelopper et retisser leur organisation à un niveau territorial, puisque ce sont des groupes qui sont montés de Lyon, de Valence, qui sont venus casser du Maghrébin, ils sont venus faire dans le quartier de la Monnaie. Au départ, on parle quand même de la mort de Thomas, ça part de là, d'une enquête. Et c'est par là que j'ai commencé. Voilà. Et c'est par là que j'ai commencé, parce que avant tout, il faut ne pas oublier qu'un enfant, 16 ans, on est entre l'enfance et l'adulte, est décédé dans des conditions horribles. Cependant, la justice a fait son travail, la police a fait son travail. En 3 jours, 9 suspects ont été arrêtés. Je crois que là, quand il faut saluer l'efficacité du travail des forces de police et de gendarmerie. Elles ont été exemplaires sur ce dossier-là. Ensuite, les condamnations viendront, les procès viendront, mais nul ne peut se faire justice soi-même. Et par ailleurs, je ne crois pas que ce soit se faire justice soi-même qu'ils ont cherché à faire. Au contraire, je pense qu'ils ont cherché ils attendaient un alibi pour aller faire retourner à ce type d'exaction. Il semblerait qu'ils avaient une liste exactement, de personnes qui voulaient aller interpeller, qui étaient... Bien sûr. Les familles des interpellés de l'affaire de Crépol. On a une cellule, notamment au Parti Socialiste, qui travaille sur les réseaux d'extrême droite et d'ultra-droite, et on voit très bien, on remonte régulièrement des fils Telegram, des fils WhatsApp, où des noms sont posés, des adresses sont posées. Et donc en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je crois que l'affaire Thomas, de drame qui a touché ce jeune homme, n'est qu'un alibi pour ces... Alexandre, on va vous entendre dans un instant. On fait la pause parce que on doit la faire et on continue sur ce sujet autour donc de Romans-sur-Isère. Est-ce que les tensions identitaires aujourd'hui vous inquiètent par rapport à ce qui s'est passé? On revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des JO. C'était une erreur. Nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs alors que nous avons absolument besoin des jardins. On va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... je sais pas si j'irai ou pas. Bon. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, il nous reste encore pas mal de minutes jusqu'à midi pour débattre, et ça débat beaucoup hors antenne en compagnie de Brice Nkonda, qui est ancien conseiller municipal à Gennevilliers et chef d'entreprise aujourd'hui, fondateur des Voix des quartiers impopulaires. Tout à fait. C'est bien ça. Oui. Lounès Ajroud, adjoint au maire à la mairie de Châtillon et porte-parole du Parti Socialiste, Christelle Niasme, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges, et Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. On débattait de ce qui se passe en ce moment, et tous les projecteurs sont braqués sur la situation à Romans-sur-Isère. Je rappelle, petite ville tranquille, malgré tout les problèmes qu'il peut y avoir dans le quartier de la Monnaie. À Romans-sur-Isère, 34 000 habitants, qu'on connaît plutôt pour sa qualité, pour la fabrication des chaussures, je crois. Hein. C'était le bastion de la chaussure française. Et la maire de Romans-sur-Isère était vraiment une femme formidable. Voilà. Est-ce qu'on est à un point de basculement après l'affaire de la mort de Thomas, l'enquête qui continue, qui suit son cours, qui n'est pas terminée avec le procureur, qui continue de dire que tous les éléments aujourd'hui ne sont pas à la possession et que le scénario n'est toujours pas établi. Ce week-end, donc, ces tensions avec ces groupuscules d'extrême droite que Gérald Darmanin annonce ce matin vouloir dissoudre. Est-ce qu'on est à un bloc, ce qu'on disait, ou en tous les cas Gérard Collomb disait, est-ce qu'on est devant aujourd'hui un face-à-face qui va devenir récurrent dès qu'il y aura un fait divers? On est quand même face à un échec de la société à fabriquer de la cohésion. Et on est face à quand même une remise en cause du système éducatif qui a perdu de vue qu'à un moment donné, il fallait transmettre davantage, de manière plus insistante, les valeurs, les principes et les règles. Ça, c'est monstrueux, ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans sur ces sujets-là. Et au nom, alors souvent, ou de la bien-pensance, avec un peu d'idéologie par rapport aux principes éducatifs, ou parce que, on n'a pas voulu nommer les problèmes, parce que c'était beaucoup plus confortable. Et ça a commencé il y a très longtemps, les premiers rapports à être cachés sur un certain nombre de problèmes, comme par exemple l'islamisation d'un certain nombre de quartiers de banlieue. Ça a été planqué sous le tapis à l'époque de Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Donc je veux dire, ces problèmes-là, beaucoup de gens les connaissent, les ont vus venir, on les a pas traités, on les a pas réglés. La société est ultra clivée, elle est ultra réactive de fait. Regardez ce qui se passe entre le Israël et le Hamas. On n'a jamais vu autant d'actes antisémites. Et là, tout d'un coup, vous avez un petit groupe de jeunes. Voilà. Alors, a priori, ils ont des prénoms qui laissent penser qu'ils ont plutôt une consonance à une ou deux ou trois générations. Ils sont français, mais d'origine maghrébine, qui sont allés prédestinés ou pas, en tout cas. Bref, il y a un mort qui est un Français, et il y a des réactions de l'ultra-droite, ultra-radicale, qui veulent se venger. La société est tellement arrivée à un niveau de clivage qu'on en arrive là. Mais si, je veux dire, il s'était passé l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un musulman qui avait été tué au sortir de sa mosquée par un petit groupe de blancs. Je pense qu'on aurait eu des réactions extrêmement violentes dans les quartiers, et qu'on aurait vu l'effet inverse en termes de volonté de vengeance. On a raté quelque chose dans ce pays. On a laissé s'installer toute une série de courants de pensée qui vont de l'islam radical à des néo-nazis complètement crétins, parce que ceux-là, effectivement, a priori, on a retrouvé chez eux des Mein Kampf, des machins comme ça. Donc il y a une bouillie infâme dans la tête de ces gens, et je les mets tous dans le même sac, sauf qu'ils n'ont pas tous les mêmes racines, mais par contre, ils ont tous un contre-projet de société à vouloir vendre et imposer, et c'est insupportable. Et on est sur une faillite complète, et le problème, c'est que la classe politique française se nourrit de ça, pour une partie. Il y a un certain nombre de partis politiques qui vivent de cette merde et qui en profitent pour prospérer et pour continuer à nous diviser. Et ça, c'est insupportable. Est-ce que certains se réjouiraient presque d'en arriver à ce qu'ils prédisent? Oui, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr, ça donne crédit. En fait, cette atmosphère de Far West, moi, quand j'entends que Gérald Darmanin va dissoudre les groupuscules d'extrême droite, très bien. Mais en réalité, il intervient au niveau des conséquences. C'est-à-dire que ce qui fait que ces groupuscules se forment, ce qui fait que les camps, en général, se forment, même politiquement, en droite, gauche, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce pays, on est incapable d'avoir un débat constructif, d'écouter les arguments des autres et de trouver un argument un peu supérieur par le débat. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que chacun pense avoir raison dans son coin. Et en fait, la société se polarise jusqu'à effectivement créer ce type d'ambiance où on n'est pas loin de la guerre civile, en tout cas dans certaines zones, dans certains quartiers. À un moment donné, on peut pas changer cette situation si on ne traite que les conséquences. Donc il y a des grands effets d'annonce. Effectivement, je pense qu'il y a des politiques qui en profitent et qui en font leur fonds de commerce. Alors certains attisent, mais je pense que là on est vraiment. Parler de guerre civile. Non, on peut pas parler de guerre civile. On peut pas parler de guerre civile. On n'est pas dans une guerre civile. On n'y est pas. On sort de chez nous. On a encore une vie à peu près normale. Oui. Heureusement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, on n'y est pas encore, mais on sent que les critères, les éléments contextuels sont là pour qu'on puisse éventuellement basculer. Il faut l'éviter à tout prix. Donc en fait, le sujet, c'est comment on traite les causes et pas les conséquences. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est que les politiques, on les entend pas parler d'éducation, d'autorité, de revoir un peu la copie, de construire un projet politique qui nous amène à la cohésion avec un horizon commun. Ça, on l'entend pas.
Et à un moment donné, c'est ça qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait vivre ensemble et qu'il y ait de la cohésion. Christelle. Fondamentalement, gamin des villes, gamin des champs, aucun jeune ne doit tomber en fait dans une quelconque rixe. C'est juste inacceptable. Et oui, le terreau politique aujourd'hui est que ce sont des alibis pour se nourrir, pour essayer d'exister, gauche comme à droite. Je me remets même en question au sein de ma propre famille politique. Il faut avoir, je crois, ce regard que les politiques n'ont plus aujourd'hui, c'est d'accepter que depuis plus de 20 ans, on a échoué. On n'a pas réussi, il faut réviser sa copie, il faut revoir comment on intègre, quelle est notre identité, qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui, comment on vit ensemble. Et ce sujet-là, ce débat de fond, on le refuse depuis bien longtemps. Mais est-ce que dans le timing aujourd'hui, là, vers mardi 28 novembre, on n'est pas non plus exacerbé tout cela par les tensions internationales, le contexte dont on va parler dans un instant ? Et du coup, ce brouillard qui a été celui depuis le 7 octobre dans la classe politique fait que aujourd'hui, on a ces blocs qui vont s'affronter concrètement sur le terrain. Je parle de la situation internationale. On ne peut pas, de toute façon, compte tenu dans le monde dans lequel on vit, où nous sommes, une grande partie d'entre nous, ultra connectés, ultra influencés par l'activité et l'actualité mondiale et nationale. Ce qui était moins le cas il y a 2 ou 3 décennies où l'actualité était rythmée par les JT. Aujourd'hui, elle est rythmée par les réseaux sociaux, elle est rythmée par les chaînes d'information en continu. Donc, inévitablement, les réactions de nos concitoyens et les nôtres, responsables politiques, associatifs ou de think tank, sont aussi influencés par cette intensité de l'actualité et en ce moment, une intensité particulière avec le conflit israélo-palestinien. Cependant, moi je ne peux pas me résoudre à l'échec. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour me résoudre à l'échec. Aujourd'hui, moi je suis... Oui, mais on propose quoi ? Eh bien, écoutez, il faut se retrousser les manches. La maire de Romans-sur-Isère disait ce matin... Je suis adjoint au maire, notamment chargé des politiques de jeunesse et conseiller départemental comme vous des Hauts-de-Seine, et je me résous pas à l'échec. Chaque matin, quand je me réveille, j'essaie de me dire comment je vais faire pour améliorer les politiques publiques en faveur de la jeunesse, en faveur des publics qui fréquentent les infrastructures sportives de ma ville, parce que ce sont des endroits de cohésion. Et la cohésion, c'est aussi au niveau local qu'elle se construit. C'est-à-dire qu'à force d'avoir voulu déconnecter tous les débats de la réalité du terrain, le problème, c'est qu'on entend ça depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'on fait la nuit des temps, Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'entends la maire de Romans-sur-Isère, mais d'autres élus locaux également qui sont confrontés parfois à des points de deal. Moi, je pense au quartier à Dijon avec ce père de famille qui dormait chez lui et qui a été tué parce qu'il y a une rafale de Kalachnikov sur son immeuble. Quand on connaît Dijon, on vit des pics de tension. Oui. Mais qui sont de plus en plus fréquents. Qui sont de plus en plus fréquents parce qu'il y a la banalisation de la violence que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'il y a des formes de violence qui ont évolué, qui sont parfois plus impressionnantes et qui sont parfois plus réactives et qui se généralisent, effectivement. On l'a vu pendant les émeutes de juin et juillet dernier. Mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous donnez comme réponse aux habitants avec... je pense à Romans-sur-Isère. C'est l'action publique. Oui, mais quoi? Concrètement, c'est quoi? Christine, j'aimerais apporter un élément de réponse. Qui va être le bazar. Mais voilà, j'aimerais apporter un élément. En fait, j'aimerais apporter. En fait, il y a quand même un point qui est pour moi sensible, c'est qu'à chaque fois, il y a des grandes déclarations d'intention où on s'attaque aux conséquences, on fait de la communication. Mais en réalité, on sait très bien que dans chaque quartier, il y a une locomotive, il y a quelques jeunes, il faut le traiter. Le problème, c'est qu'on est très laxiste sur le traitement politique au quotidien. Il y a des choses qui sont évidentes où on ne fait rien. Et comme on ne fait rien, ça dégénère et ça prend des proportions énormes. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on traite le noyau dur des problèmes, comment on l'identifie, comment on traite qualitativement, pas simplement dans des grandes déclarations d'intention. On sait très bien que, par exemple, dans une école, on s'adresse à un directeur d'école, il va nous dire, voilà, globalement ça va, mais j'ai tel et tel élève, si on s'en occupe, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Dans un quartier, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de gens, ce sont des génies du mal. Tu peux rien faire, ils sont comme ça, c'est leur nature. Et on les extrait, on fait un traitement qui est spécifique, un accompagnement, ainsi que les familles. Tout de suite, le quartier va mieux. Donc le sujet, c'est comment on traite vraiment les sujets plutôt que de faire de la communication. Juste un point pour dire qu'on fait beaucoup de choses. On va interdire la cigarette sur les plages. Voilà une bonne décision publique et l'affectation de moyens judicieux. Interdire la puff, mais il va peut-être y avoir un circuit parallèle. On est dans ce genre. On fait tout et n'importe quoi. Il faut se concentrer sur quelques sujets. Et là, on est en permanence. Effectivement,
c'est que bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur la manière dont il faut intervenir sur le tabac, mais effectivement, ça va plus vite d'interdire le tabac sur la voie publique. Il y a de la contrebande autour du tabac voilà, aujourd'hui. Aller dans des quartiers près de la frontière espagnole. Alors que des élus locaux demandent depuis des années d'avoir les moyens d'agir. Les moyens d'agir, c'est quoi? Comme tu le disais très bien, Brice, il y a une vraie question sur comment on peuple nos territoires. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des ANRU, donc des renouvellements urbains, et après on remet les mêmes populations dans les mêmes conditions. Enfin, l'administration, la France est devenue hyper administrative et elle n'a pas son pareil pour faire des statistiques, compter, gérer des masses. D'accord, mais 22 élèves sur un territoire comme le mien, qui ont des difficultés chacun sur leur individualité. C'est pas la même chose que d'avoir 22 élèves sur un territoire où les élèves seront beaucoup plus favorisés. Donc peut-être qu'à un moment donné, si on réfléchissait à notre manière de peupler nos territoires, d'arrêter d'accumuler les difficultés sur les mêmes endroits, dans nos cages d'escalier, dans nos bâtiments, ça nous éviterait de mettre des milliards à refaire des ANRU tous les 10 ans et qui coûtent extrêmement cher et dans lesquels on accumule les tensions, la difficulté, la détresse sociale et dans lesquels on se retrouve avec des situations où on veut faire des ratonnades, où on a des gamins qui, eux, veulent casser la société et veulent tout remettre en question. Ça s'appelle l'action publique et... Donner les moyens aux élus locaux. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on ait les moyens aux élus locaux. Et ça, on ne l'a plus aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses sur le terrain et heureusement que les élus locaux sont là parce que s'il y a bien effectivement encore un maillon qui tient, c'est le maillon des élus locaux et en complément, il y a le maillon associatif. Voilà. C'est les deux derniers remparts de la cohésion nationale. C'est pour ça que je vous dis, et là je parle vraiment Dieu sait que c'est dur d'être élu local aujourd'hui. Exactement. Attention à dire que nous avons tout raté, à ne pas dire toujours que nous avons tout raté, que nous baissons les bras, que plus rien n'est possible, que plus rien n'est fait. Ce n'est pas vrai. Mais l'éducation dépend pas de vous. Il y a encore des gens qui se retroussent les manches et qui bossent chaque jour. On est devenu un pays très administratif. L'administration a pris le pouvoir. La transmission des valeurs, malheureusement, elle se fait à l'école. Elle se fait aussi à l'échelle de nos collectivités. On en prend notre part. Oui, mais c'est totalement insuffisant. On regarde ce que devrait faire l'école. Peut-être c'est insuffisant. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. À ne pas tout dévaloriser, parce que sinon, dans quelques années, vous ne trouverez plus personne. Il faut nommer le mal. Si on nomme pas le mal, on n'y arrivera pas. Mais je précise, et pour clore le sujet, il y aura tout à l'heure donc une minute de silence en hommage au jeune Thomas, donc qui a été tué à l'âge de 16 ans lors d'un bal, une fête de village. Dans un instant, on s'arrête. On va évoquer la libération des otages franco-israéliens et puis on parlera aussi d'Anne Hidalgo qui a décidé de quitter Twitter. Elle parle d'un vaste égout mondial. Votre avis sur la question, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie d'Alexandre Malafaye, Christelle Niasm, Lounès Adjroud et Brice Nkonda. Alors on va parler maintenant de cette joie incomplète, c'est comme ça qu'on peut la définir aujourd'hui en France, avec la libération de 3 de nos jeunes compatriotes franco-israéliens, Erez et Sahar Calderon, 12 et 16 ans, et Ethan Yahalomi, 12 ans. Ils sont arrivés en Israël dans le cadre de l'accord de trêve avec le mouvement islamiste palestinien. On va attendre, puisqu'il y aura aussi certainement d'autres noms et cette, on va dire, liste d'otages français qui ne sont encore pas libérés ou libérables. Les tractations sont en cours. J'ai envie de demander, Christelle, enfin une bonne nouvelle? Oui, je le crois, parce que aucun conflit n'est souhaitable, surtout qu'on a des incursions sur le... encore une fois, on parlait tout à l'heure de la polarisation et des difficultés qu'on a sur le territoire français, donc évidemment, l'apaisement là-bas pour les civils, pour les familles, c'est à souhaiter, et c'est effectivement une bonne nouvelle pour tout un chacun. Cette trêve, elle peut durer, vous pensez ? Elle doit durer ? Elle doit. Je crois que c'est un conflit je crois que c'est un conflit qui dure depuis bien longtemps et qu'on n'est pas effectivement sur une issue immédiate, mais qu'on est là sur au moins une étape qui est plutôt favorable. Qui veut réagir sur cette Alexandre? Sur le conflit, en fait, on voit pas très bien comment le conflit peut redémarrer, parce que là, on est à froid. Donc, relancer les hostilités, sachant que Israël a poussé toutes les populations pour les préserver au maximum. Enfin, c'était leur communication, mais pour éviter effectivement dans les bombardements de faire trop de victimes, même s'il y en a eu bien sûr beaucoup trop. Elles sont toutes maintenant dans le sud, dans une zone qui est hyper peuplée. Déjà, Gaza était très peuplée. Donc, aller maintenant remettre le feu, les bombes dans le sud, c'est quand même humainement parlant très compliqué à imaginer. Maintenant, on est loin de trouver la sortie parce que rappelons-nous que tous les otages qui ont été libérés sont des binationaux. Oui. Là maintenant, avec certains qui ne sont pas aux mains du Hamas. Oui, parce qu'il y a plusieurs. Il y a le djihad islamique, il y a plusieurs groupuscules qui en détiennent aussi. On est loin d'avoir trouvé la solution et la fin. Brice, en plus, on a des informations sur les conditions de détention des uns et des autres.
Non, je pense que la trêve, c'est une bonne chose. Je pense effectivement qu'elle va être reconduite parce qu'il y a cette négociation avec les otages et qui ne va pas se terminer maintenant. Donc on sera toujours dans cette dynamique qui est plutôt une bonne dynamique parce que c'est pas une aggravation du conflit. Là, on est sur quelque chose qui est de plus en plus constructif. Moi, je plaide depuis longtemps pour un cessez-le-feu parce que j'estime que chaque bombe qui est posée, chaque Palestinien qui est tué, à un moment donné, ça crée des nouveaux candidats à la radicalisation. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans 10, 15, 20 ans, les gamins qui se font bombarder, ils vont pas nourrir un sentiment d'amour vis-à-vis de leurs confrères israéliens. Donc il faut à un moment donné rentrer dans une dynamique qui est plus vertueuse. Il faut plaider pour un cessez-le-feu. Il faut essayer de construire une solution politique. C'est pas évident parce que de part et d'autre, on n'a que des représentants qui sont assez radicalisés. Donc c'est pas évident. Ça mettra du temps, mais je pense qu'on est sur le bon chemin et j'espère qu'effectivement la trêve sera poursuivie jusqu'à même un cessez-le-feu. Allez, on va, pardonnez-moi, mais changer de sujet. Alors je sais pas si c'est plus léger, mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger sur la puissance des réseaux sociaux. Avec la décision de Anne Hidalgo, il y a d'autres personnalités qui l'ont fait avant elle, de quitter le réseau X, anciennement Twitter. La maire de Paris dénonce un vaste égout mondial ou un outil de déstabilisation de la démocratie. Est-ce que elle a raison aujourd'hui? C'est le grand bazar sur X. C'est plus contrôlé, il y a plus de modération et donc c'est tout et n'importe quoi. Qui veut démarrer là-dessus? Je crois que l'énumération que vous venez de faire caractérise bien ce qui est devenu X, enfin anciennement Twitter. C'est devenu un réseau social sur lequel il est devenu très difficile d'échanger sans arriver. Pour l'instant, il n'y a pas de départ massif. Hein. Non, il n'y a pas de départ massif. Mais je trouve que voilà, le choix que fait Anne Hidalgo est intéressant, s'entend. Elle avait été à l'époque une des premières femmes politiques à rejoindre le réseau social Twitter, notamment un des plus gros comptes de femmes politiques, puisqu'il y a plus de 1,5 million de followers lorsqu'elle a fait le choix de quitter ce réseau social. On voit bien, il est aujourd'hui l'outil de nombreuses manipulations, de nombreuses la prolifération de discours antisémites, racistes. Enfin, tout à chacun, je ne sais pas si vous étiez ou vous êtes sur Twitter depuis longtemps, c'était pas le projet initial de Twitter et c'était pas la manière dont c'était utilisé. Aujourd'hui, effectivement, c'est devenu. Elle dénonce aussi l'algorithme qui favorise certains comptes. Christelle. Ça me fait sourire et en même temps ça m'apporte une réflexion. Mais peut-être qu'en quittant le réseau social... Vous n'avez pas eu envie des fois de vous dire « j'en peux plus de ce réseau, je quitte ». Mais justement, parce que c'est là où est toute la beauté de la chose. C'est qu'en quittant le réseau social, peut-être qu'elle fait quelque chose qu'elle dénonce. Elle se comporte comme une influenceuse finalement. Est-ce que la vocation, c'est pas de faire partir d'autres personnes du réseau social? Et également, les termes qui sont utilisés sont très intéressants. Elle utilise le terme égout. Alors égout... c'est un système, des canalisations. Et le problème, c'est pas le système qu'on a mis en place, c'est peut-être les gens qui l'utilisent et ce qu'ils y déversent. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener plus largement sur la manière, comme on a eu des médias qui se sont développés dans les années 60, on a eu la télévision, on s'est posé la question du contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller vers un moyen, de s'assurer que les informations qui y sont déversées, puisqu'on est dans un égout, soient peut-être de meilleure qualité, sans qu'on ne contraigne la liberté des usagers. Alors on est un terrain où tout le monde a la parole ici, Brice. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement les algorithmes fait qu'on est dans des boucles autoréalisatrices où chacun en fait se conforte dans ses idées plutôt que de les confronter. Donc en fait le travail journalistique n'est pas fait sur ces réseaux. Et d'ailleurs c'est ce que disent les GAFAM. Ils disent en gros, notamment les Facebook, Twitter, ils disent nous ne sommes qu'un tube, un réseau, et on n'a pas de traitement journalistique à faire. Sauf que le problème c'est que toute cette information qui est déversée suscite plein d'émotions et suscite justement la cristallisation des conflits, et à un moment donné tout ça doit être régulé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une perte de vitesse déjà avec les pubs. Il y a beaucoup de plus en plus de pubs, on le voit sur Facebook, on le voit sur Twitter, et maintenant on nous propose, ce qui était gratuit avant, on nous propose de payer un forfait pour s'émanciper des pubs. Donc on voit très bien que la dimension commerciale a pris le pas petit à petit, et en plus de cette dimension commerciale, on n'a plus du tout on n'a pas la dimension journalistique qui est nécessaire, parce que l'information nécessite d'être traitée. Voilà.
Alexandre, ça peut être un mouvement massif à un moment donné. Je voudrais saluer la décision d'Anne Hidalgo. Oh, c'est étonnant. Non, mais je voudrais surtout dire... Attention, il est 11h55. Oui, non, mais je voudrais Alexandre surtout dire c'est peut-être, de mon point de vue, la première bonne décision qu'elle a prise depuis qu'elle est maire de Paris. Donc, je suis très impressionné par le courage de cette décision. Bravo, si elle pouvait prendre des bonnes décisions comme ça tous les jours, moi, je serais absolument fan d'Anne Hidalgo. Bon, voilà, ceci dit, non, mais vous avez bien résumé les choses. C'est dommage parce que l'idée de départ, c'était finalement d'avoir un espace de liberté dans lequel il était possible pour plein de gens, à un moment donné, d'apporter une information. Alors, une information à vérifier, bien sûr. Au début, c'était formidable. Et dans plein d'endroits du monde dans lesquels vous avez des contextes d'absence d'état de droit. Nous, on est dans l'état de droit. Donc, c'est quand même une chance extraordinaire. Donc, globalement, on peut s'exprimer. Il y a quelques règles, mais on peut s'exprimer. Mais dans plein de pays, on peut pas s'exprimer. Et donc, des médias comme Twitter permettaient de partager des informations extrêmement utiles à la prise de conscience, à l'éclairage de ce qui se passait. Sauf que comme il n'y a pas du tout de régulation, il n'y a aucune responsabilité éditoriale de la part des éditeurs, ce ne sont pas des médias. Ce sont effectivement des tuyaux. Et donc, tout et n'importe quoi s'est mis en place. Et Elon Musk a fait des choix stratégiques qu'il regarde, mais de fait, ça s'est encore moins amélioré. Ouais. Et on a un vrai sujet parce que si on perd ce genre de médias, on perd quelque chose qui est quand même utile en termes de capacité à aller chercher, en tout cas, des briques d'information. C'était la course au like, comme on dit. En tous les cas, moi, je vous like tous les 4. Merci beaucoup. Dans un instant, sur Sud Radio, vous allez retrouver André Berkoff et on se retrouve demain dès 10h, évidemment, et tous les programmes sur Sud Radio et les émissions également sur sudradio.fr et nos réseaux sociaux. Là, vous pouvez mettre des pouces partout. Allez, bonne journée, bon appétit. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.